C'est bon. Salut à vous, salut les gilets. Salut à toi. Ça me fait plaisir de te revoir. Parce que tu lâches rien, tu es toujours dans le mouvement. Tu es toujours là. T'as fait tous les actes. T'as fait tous les actes un peu, non? Oh bah oui, je suis arrivé dès les premiers, j'étais déjà mobilisé sur la loi El Khomri et sur Nuit debout. Donc c'était la continuité logique. Et comment tu vois le mouvement en ce moment? Le mouvement, je trouve qu'il y a des personnes très hétéroclites, très différentes. Ouais. C'est une très grande force. Ouais. Les gens ne peuvent même pas imaginer. C'est que moi, j'ai une grande confiance parce qu'on s'est retrouvés notamment à Paris. Alors, j'aimerais bien avoir des échos de région, peut-être que tu pourrais me dire, ou d'ailleurs. Mais je sais qu'il y a des ronds-points qui tiennent. Mais il y a des durs de durs qui sont là. Et même des personnes âgées. Et l'essentiel, c'est pas le nombre. L'essentiel, c'est de tenir dans la durée. C'est une course d'endurance, quoi. Et tu penses, quand tu vois tous ces gens arrêter le mouvement, t'en penses quoi de tout ça? Faut pas arrêter. Alors, pour ceux qui arrêtent le mouvement, déjà, je pense que nous, en tant que ceux qui continuent, il faut qu'on soit surtout pas moraliste, c'est-à-dire qu'on soit pas moralisateur, je veux dire, c'est-à-dire qu'on soit là à leur jeter la pierre. Ouais. S'ils arrêtent, j'ai vu notamment des commentaires par rapport à Tel Aviv et tout ça, il y en a qui en ont pris plein la gueule, il y en a qui ont plus de moyens financiers, il y en a qui, vous allez me dire, c'est un peu nous tous, mais il y en a pour qui c'est plus marqué, c'est plus chargé. Peu importe la raison, je dirais. Ils ont déjà fait partie de la famille. À cet égard, ils méritent tout notre respect. Ils reviendront. Je pense que déjà, pour les batailles finales, quand ils sentiront qu'il y aura moyen de porter les stockades, ces gens-là seront là, c'est sûr. Et quand tu vois toutes ces divisions, tous ces gens en train de se battre dans les réseaux, t'en penses quoi de tout ça? C'est propre justement à la force de notre mouvement qui a duré quand même 2 ans, qui aurait parié qu'un mouvement qui sorte de nulle part par rapport à une revendication de nulle part tienne pratiquement 2 ans, alors qu'il n'a aucune structure, aucune, on va dire, pas les richesses, le pouvoir que peuvent avoir les partis politiques ou les syndicats. Ouais. C'est juste quelque chose de merveilleux. Je pense que... Excuse-moi, je vais te couper. Je crois que tu as fait venir la police derrière nous. Non mais c'est vrai en plus. Vous avez vu les gens? Je crois que tu as fait venir la police, regarde. Parce qu'elle s'est bloquée. Et du coup, elle ne veut plus bouger. C'est l'état policier, hein. Il y en a pour tout le monde. C'est peut-être pour toi aussi. Hein. Ouais. Non, on était à toute cette division ceux-là qui se disputent dans les réseaux et ainsi de suite. Ces divisions, pour moi, elles sont inhérentes aux groupes qui tiennent et qui marchent. Ouais. Allez-y. Merci. On est une sorte de grande famille. Et, merci à toi. Merci. Et donc du coup, ce qui dit famille, quand on va à un repas de famille, on s'entend pas avec tout le monde, mais on y est parce qu'on sait que c'est sacré, quoi. C'est quelque chose d'important. T'y crois? Plus que jamais. Je dirais qu'on a déjà des victoires. Et ces victoires-là, elles sont incommensurables. C'est-à-dire que pendant... je pense qu'on est à peu près de la même génération. Une bonne partie de la Ve République, la Ve République s'est fait appeler démocratie. Ouais. Et elle tend de plus en plus vers l'oligarchie. Et pour pas dire, maintenant c'est carrément une oligarchie. L'oligarchie, elle montre les dents. Et ce qui est très fort, c'est que grâce aux Gilets jaunes, par notre sacrifice de tous ceux qui sont allés en prison, ceux qui ont perdu des yeux, etc., que ce qui va être, ce que samedi à Valenciennes d'ailleurs, ça va être une bonne chose. Voilà, on va essayer de le commémorer. Je vais essayer d'y aller, ouais. Par rapport à tout ça, voilà, on va dire l'individu, le Français moyen a compris que la démocratie est une oligarchie. Alors certains, une minorité, vont s'y accommoder, ils espéront être oligarques à la place de l'oligarque, mais c'est combien? C'est l'électorat Macron, c'est même pas 10-15 à l'heure actuelle % de la population française. En parlant de Macron, qu'est-ce que tu penses de lui? Macron, déjà, si on parle de Macron, il faut parler de ce qu'il représente. Il y a toujours le système et l'individu.
Personnellement, j'essaie, même si je crie des chansons, et merci, je fustige tous les ministres, Macron évidemment et tout ça, je vais les brocarder, je vais me moquer d'eux, mais je pense que le Macron lui-même est détestable, évidemment, c'est le produit même de la, on va dire, de la technocratie, des banques, c'est le produit même, c'est le faillot de l'école, c'est celui qui vient d'école privée riche et qui explique qu'il est venu qu'il est venu en fait du petit peuple. C'est le mec qui méprise en permanence ceux qui finalement n'ont pas ce qu'il appelle l'intelligence. C'est-à-dire une méritocrature, je dirais même pas une méritocratie, c'est-à-dire à mettre de côté tous les gens qui finalement n'ont pas un cerveau comme le sien à mémoriser les choses très rapidement, à les emmagasiner et à les recracher rapidement. Mais c'est une forme d'intelligence, mais on voit où ça mène, partout dans le monde. Quand tu vois tous ces gens dans Paris, en train de marcher, en train de dire par exemple, ouais, les gilets jaunes ils sont finis, les gilets jaunes on n'en veut plus, et ainsi de suite. T'en penses quoi de tout ça? C'est là où on voit toi, ton travail est énorme, c'est-à-dire qu'on est dans une guerre qu'on connaît depuis très longtemps, que malheureusement le triste Goebbels a mené à travers la propagande en premier. Après d'autres ont réussi à contrecarrer ces plans. Des mecs de la science-fiction comme George Orwell ont bien expliqué ce phénomène-là. C'est-à-dire que la guerre est visuelle, la guerre est celle des médias. On peut complètement, Castro par exemple, alors qu'il avait des petits effectifs, a réussi à renverser le dictateur Batista à Cuba en jouant sur des petites radios, en faisant croire qu'ils avaient le pouvoir à tel ou tel endroit. Et donc l'image et les médias sont des vecteurs hyper importants, tout comme l'art, tout comme la créativité. Ouais, c'est des choses où ces gens-là, ces personnes qui sont complètement enfermées dans une sorte d'allégorie de la caverne, il faut absolument aller les titiller. C'est-à-dire que c'est très bien ce qu'on fait, le minimum syndical, entre guillemets, c'est d'aller le samedi, aller dans la rue, mais il faut aussi, le reste du temps, quand on peut, bien sûr, aller vers les gens et essayer de leur expliquer, mais pas dans le prêche témoin de Jéhovah ou mormon ou moralisateur, pas dans ce sens-là. Un petit coucou pour les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, on n'est pas dans le prosélytisme, je veux dire. On n'est pas à dire, nous on a la vérité, vous n'avez pas la vérité. Non, c'est pour dire, vous connaissez la vérité qu'on vous dit à la télé, il y a une autre vérité, c'est celle des agriculteurs qui se suicident, c'est celle des ouvriers qui vont se faire virer, des employés qui se font virer, de drames humains que ça fait et tout ça. Et ça, c'est une violence dont on ne parle jamais. On nous parle de la violence de notre banlieue, on nous parle de la violence des gilets jaunes, on nous parle de la violence systématiquement les mêmes. Et même, je dirais, et là je vais peut-être décevoir certains, on va parler de la violence policière à outrance. C'est-à-dire que la violence policière, elle existe, il faut la combattre. Mais tant qu'on ne combattra pas la violence d'où elle vient, c'est-à-dire la violence du racisme d'État, les policiers ne sont que ceux sont les objets de cette violence. Et t'as peur de Macron? Moi non, c'est pas de la peur, mais il fait peur à toute la France. Je pense que c'est qui disait ça? On en revient toujours au Troisième Reich. C'est Göring qui était le numéro 2 d'Hitler qui disait que quand il était au procès de Nuremberg, ce qui lui avait fait tenir ce qui lui avait fait faire adhérer les Allemands, enfin obliger les Allemands à croire ou à rester dans les idées nazies, la peur. Ce qu'on peut voir dans des films de science-fiction comme La Guerre des Étoiles ou Dark Vador et tout ça, c'est ça. Pour toi, de reprendre les ronds-points, c'est important de reprendre les ronds-points et de bloquer les péages encore, de reprendre les péages par exemple. Ça, c'est génial. Je veux dire, il y a notamment opérations spéciales, il y a des assemblées constituantes, c'est des gens qui mènent ces opérations. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. C'est-à-dire que c'est exactement dans quoi il faut aller. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ni les ronds-points ni les cortèges, c'est complètement complémentaire. On a besoin des cortèges et ah ben voilà, on a la petite musique, la rythmique.
Vous entendez les gens? Comme ça, on est bien en France, tout va bien. Enfin, c'est partout dans le monde. Mais la base, c'est les ronds-points, parce que les ronds-points, c'est ce qui fixe, on va dire, une sorte de fraternité qui a été retrouvée entre les gens. On se fait plus la gueule pour des conneries et tout ça, on se serre les coudes parce qu'on sait qu'on est dans la même merde. Les cortèges, c'est la même chose, peut-être plus dans les villes, voilà. Mais en plus de ça, des initiatives de blocage de péage, et tout simplement de montrer à la population qu'on est avec elle et qu'on n'est pas les affreux méchants que les médias essaient de montrer. Et de Bigard, t'en penses quoi de Bigard? Ça, c'est la question piège. C'est la question, je te dirais, qui... moi, tu l'entends par mon discours, tu auras compris que j'ai une sensibilité de gauche. Après, j'ai fraternisé avec des mecs d'extrême droite, j'ai fraternisé avec des mecs monarchistes, j'ai fraternisé et des propres connaissances de gauche, tout ça, ont jamais dénié de venir se battre pour cette lutte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Bigard, j'ai l'impression que il y a quelque chose où j'ai... C'est un jeu, tu penses? Ouais, le fait qu'il ait voulu se présenter à la présidentielle, le jeu qui fait qu'il stigmatise un de nos porte-voix historiques, qui est notre ami Rodriguez, Jérôme. C'est petit. Parce qu'une première fois, il dit je viens pas parce que Jérôme Rodriguez, il a vraiment dit, tout le monde l'a entendu. Et après, il se corrige, il trompe que lui-même en disant ah mais non, mais j'avais pas dit que je viendrais pas que à cause de Jérôme. Grosso modo, il avait dit je viendrai pas, c'est tout. Mais ça veut dire qu'il punissait tout le monde de sa non-venue. Bon, déjà, c'est une personnalité. Les Gilets jaunes, on fonctionne pas à la personnalité ou la célébrité. C'est tout le monde au même niveau, quoi, à plat. Après, je suis sûr que parmi nous, il y a des gens qui aiment Bigard. Donc je pense qu'il ne faut pas lyncher Bigard non plus. Je pense que Bigard, il a le droit d'avoir fait une connerie aussi. C'est un humain et il a peut-être merdé, il a peut-être voilà. Donc on verra. Moi je te dis Bigard, j'ai pas de... on verra par la suite. Pour voter pour lui, non? Oh, moi je vote plus, moi. C'est vidu. Moi c'est que je vote à l'Assemblée constituante. Pourquoi tu votes plus? Parce que j'ai rencontré un homme qui est extraordinaire. Parce que je me suis fait cocufier un paquet de fois. Et j'étais très engagé. D'ailleurs, je faisais un peu la morale aux gens qui n'allaient pas voter, tout ça. Et une autre très belle victoire des Gilets jaunes, une des très belles autres victoires des Gilets jaunes, c'est d'avoir récupéré à peu près les 50% auxquels on arrive de non-votants, à les mobiliser pour la vraie politique, c'est-à-dire la politique des choses publiques, de la res publica, quoi. Et ça, c'est magnifique. C'est une grande victoire. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses, je sais pas, tu as vu le pauvre Rodriguez, hein, Jérôme? Il est extraordinaire, il est extraordinaire. Jérôme, hein. Il est extraordinaire, Jérôme. Qu'est-ce que tu penses de tous ces gens qui sont en train de le lâcher? C'est ça qui est malheureux. Qui sont en train de l'insulter dans les réseaux sociaux et ainsi de suite. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui sont là pour diviser. Donc ces gens-là sont certainement même plus dans les... Toi, tu l'as connu dès le début, Jérôme. Ouais. Tu l'as connu dès le début. Tu le connais mieux que moi. Parce que tu l'as salué, tu as dû boire un verre avec lui. Tout le temps, tu bois des verres avec lui et ainsi de suite, tu vois. Pas plus que ça, mais on s'estime, je pense. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu une discussion avec lui? Quand tu disais tout à l'heure que je suis insaisissable et tout ça, lui est encore plus insaisissable. Ouais. Parce qu'en plus, il a une cohorte de gens qui sont tout autour de lui en général. Et parce que c'est une figure, quoi. C'est une de nos voix. Ouais. Ouais. Et il y en a besoin des voix ou pas? Bien sûr. Je pense qu'on a besoin de voix, c'est même essentiel. Ouais. Et en revanche, on n'est pas mûr encore pour avoir un chef ou avoir un leader, peu importe comment on l'appelle. Il faut déjà qu'on arrive à avoir suffisamment de monde dans les assemblées constituantes. Là, j'ai rencontré un homme qui est extraordinaire, je ne sais pas si tu connais, comment il s'appelle, ça va me revenir son nom. Je les connais tous. Qui s'est fait taxer d'antisémitisme par le média, alors qu'il n'est pas du tout. Ça va me revenir. Regarde, peut-être ils vont donner demande aux gens. Mais les commentaires, je ne les vois pas, moi. Avec tu les vois Facebook, pas? Regarde. Ah oui, d'accord. Tu les vois? Non. Non. Ah non, ça va me revenir son nom. Et c'est lui qui a été partisan du RIC, qui a
et qui notamment est parti sur cette idée d'assemblée à la fin les constituante. commentaires. Ouais. On les verra à la fin. Et l'idée est brillante des assemblées constituantes parce qu'en fait ça nous permet d'avoir la force, c'est-à-dire la force principale du peuple, c'est le nombre. Si on est divisé par les partis politiques, que ce soit de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite et tout ça, on se divise, on n'est plus suffisamment fort par rapport à l'oligarchie. Et même certains des partis politiques font partie intégrante de l'oligarchie, mais de façon cachée. On n'a pas besoin de les nommer, on les imagine. Tu vois ce que je veux dire. Bref, l'idée c'est que si tu es un mec qui a plutôt des convictions de gauche, on va dire, t'es pro-migration, voilà, l'immigration te dérange pas trop, machin, tout ça, mais qu'il y a une nana qui est à côté que tu sais pertinemment qui elle a des convictions d'extrême droite, alors sur le côté migratoire tu vas pas être d'accord avec elle, mais là elle te sort une superbe idée sur je sais pas, qu'est-ce qu'on va dire par exemple, l'éducation et la culture. Naturellement dans le système du jeu politique à l'heure actuelle, et ben tu dis ah ben non, je peux pas soutenir ces idées-là par rapport à son parti. Sauf que là, elle n'aura pas de parti, elle sera pas affiliée à ce parti, elle pourra avoir ses idées. Tu vois l'idée ? Et donc ça permet d'avoir une force compacte. Et donc on ne passe plus par le système habituel non plus du vote de ce que l'oligarchie nous prépare, et dans laquelle finalement ils se retrouvent à se boire des petits cafés entre eux après. Je peux te demander un truc ? Tu penses qu'on est des moutons en France ou pas ? Pas plus moins que dans les autres pays. Moins que dans les autres pays. Ça, j'en suis sûr et certain. J'ai un petit peu voyagé et je ne suis pas fier de pas mal de choses qu'ont les Français. Mais en tout cas, on a une très grande qualité, c'est qu'on n'est vraiment pas des moutons. Et autour de toi, tes voisins, ils en pensent quoi de toi ? Quand ils te voient ton drapeau, quand ils te voient comme ça, tout en gilet jaune ? Moi, j'habite dans une cité, donc avec des gens essentiellement d'origine immigrée. Et quand ils te voient comme ça, ils me voient, j'ai que des bons échos. Alors je pense que les personnes qui apprécient le moins me font un petit bonjour un peu timide ou machin tout ça, mais j'ai des enfants qui me font des gilets jaunes de loin, gilets jaunés comme ça, ou des personnes âgées qui me disent bravo pour ce que vous faites, on ne peut pas venir. Les personnes immigrées, beaucoup, ont très très peur d'aller en manif. Parce qu'elles se ramassent déjà une répression policière déjà en premier lieu. Et donc j'avais discuté avec des gens notamment de Barbès et tout ça. Ils faisaient un peu leur révolution à distance tu dois connaître l'Irak en Algérie. Et ils avaient peur de venir avec nous. Tu as essayé de parler avec eux, de les faire venir pour voir dans les manifs, essayer. Tu as parlé avec des jeunes de cité. Et alors, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Quand tu parles de gilets jaunes, avec eux, ils disent quoi ? C'est gros respect. Ah ouais ? Ouais. C'est les mecs, moi je vais discuter avec les petits jeunes qui dealent le shit en bas de chez moi, machin tout ça, ils me prennent un peu pour un grand frère quoi. Et quand ils me voient, je sens du respect dans leurs yeux, ils me parlent pas vraiment, ils se foutent pas de ma gueule parce que j'ai quand même un accoutrement assez ridicule. Ouais mais il a son drapeau, regardez, il a son drapeau, il a sa guitare, il a tous les gens. Donc ils se foutent pas de ma gueule parce qu'ils savent très bien eux, ce qui se ramasse dans la gueule depuis une trentaine dans les cités, et ben que le peuple français est en train de se le ramasser aussi. Et ta famille, ils combattissent. Ta famille, elle en pense quoi ? T'as eu des problèmes ou pas ? Une seule fois avec ma famille. Tu peux m'expliquer un Mais petit c'était peu avant le gilet jaune, c'est parce que pour la loi El Khomri, je m'étais foutu à poil avec ma guitare, donc ça ils ont pas trop aimé. Ouais. Et du coup, t'as des bons échos ? Que des bons échos ? Ouais, mais je suis quelqu'un de très sociable, alors après il m'est arrivé quelques crasses à rencontrer des gens, je joue dans le métro, dans la rue, où il y a eu des réactions agressives. Mais très très peu Et la police, quand ils te voient comme ça, quand ils te voient comme ça avec ton drapeau, dans le métro, ils te font quoi ? T'as des contrôles J'ai eu des amendes dans le métro, mais... à cause de quoi ? À cause de ton drapeau Le chant, interdiction de chanter dans le métro. Donc, En tout, t'as eu combien d'amendes en tout ? Dans le métro, j'ai dû en avoir à peu près une dizaine et j'ai dû être contrôlé une trentaine de fois à peu près. Et donc il y a une bonne vingtaine de fois, même plus, je suis dur avec eux. Les mecs de la RATP sont très cool. Ils disent quoi les mecs de la RATP quand ils te voient Ils me comme disent ça ? dégage, machin, par tout ça. Ils parlent avec toi ou pas des fois ? Voilà, oui. T'as essayé de parler avec eux pour voir ? Je fais profil bas en général, tu sais, quand je me fais... mais quand ils ont été cool et que je vois qu'ils sourient, je discute avec eux. Puis je leur dis que c'est vrai, j'ai été de leur manifestation pour la RATP et la SNCF, parce que l'idée de Gilets jaunes, c'est pas, on va dire, une marque déposée pour dire on est les Gilets jaunes. Pour moi, l'idée des Gilets jaunes, c'est la continuité de la convergence des luttes.
C'est-à-dire que si tu mets un drapeau jaune, un gilet jaune sur chaque usine de France, plutôt que chacun qui se fasse virer où on se sent complètement impuissant et tout ça, au bout d'un moment, on finira par être une entité suffisamment forte pour qu'ils arrêtent de fermer les usines. Et là, tu penses, dans les manifestations, on est beaucoup divisé? Alors, tu veux parler de Paris, là, particulièrement? Ouais. Je connais en plus toutes les personnes. À force, on finit par tous se connaître, pratiquement. Tu as des fortes personnalités. Moi, je dirais déjà, c'est un vieux dicton que je sors souvent, c'est dans la vie, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Donc déjà, je voudrais adresser mon respect à tous ceux qui organisent déjà, ceux qui prennent la responsabilité, qui ont les ovaires, parce que pour moi les femmes en plus de... Elles sont toujours devant les femmes. Ouais, mais même je dirais pour un homme il a des ovaires quand il est courageux. Voilà, pour toutes ces nanas qui organisent, qui prennent la responsabilité d'avoir des grosses emmerdes au niveau pénal, quoi, en organisant, et puis en plus la fatigue, tout ce qui est organisationnel, tout ça. Ouais. Donc bref, ça va faire des clans parce que il y a forcément des personnalités qui passent un peu moins bien avec d'autres, avec des caractères qu'on connaît, je n'ai pas envie de citer de nom. Ces personnes-là ne sont pas des personnes de mauvaise foi. C'est des personnes qui sont juste avec le caractère peut-être de merde qu'elles ont, mais c'est des personnes qui sont investis dans leur truc. Ouais, je les connais tous. Quoi. Voilà, je connais tous. J'ai pas envie de rentrer dans les noms. Je pense que tout le monde dira les. Et dis-moi, de Stéphane Espic, tu le connais? Oui. Il est à peu près dans le même délire que ouais, toi. Ouais, monsieur, ça, monsieur Omar. Ouais, il est à peu près dans le même délire que toi parce qu'il est un peu partout. Je pense qu'il est plus courageux que moi au niveau de ses initiatives, notamment en prenant des risques, en se prenant des gardes à vue, en se prenant moi, ça chiffre moins au niveau des amendes. T'as fait des gardes à vue déjà? J'en ai fait, mais pas à travers les gilets jaunes. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de Stéphane? Tous ces trucs en sous-marin qu'il fait. C'est un grand. Magnifique. Ouais, je pense que Stéphane, c'est quelqu'un de. Si on a besoin de ce genre-là, c'est un franc-tireur. Tu vois, c'est quelqu'un qui. Il est créatif et c'est quelqu'un qui a pas peur. Et je pense que c'est des gens comme ça qui inspirent les autres et qui donnent envie d'avant. Moi, ça fait partie des gens qui Tu t'es déjà fait une petite journée avec lui? Jamais on s'est croisés à Monsieur Chouard, je cherchais, à la sortie de la... Tout à l'heure, je te parlais par rapport aux assemblées générales constituantes, je veux dire. C'est Étienne Chouard qui est un peu le papa, un des papas, un homme génial. Et à la sortie de prison, parce qu'on l'avait accusé à tort d'antisémitisme, c'est la première fois que je le voyais directement à côté, Stéphane qui était là. T'as jamais fait une petite sortie parce que vous deux, je vous verrais bien ensemble. Oh, c'est possible. Il a une très forte personnalité, mais je crois qu'il est un peu comme moi. C'est quelqu'un qui marche beaucoup en... Il a peur de rien. Moi, j'ai des limites. Mais on va dire, on est des électrons libres. Donc, on peut s'intégrer à un groupe, mais on arrive très bien à improviser, à faire des choses quand on est seul, en fait. Ouais. De toute façon, il n'y a que des bonnes personnes dans le mouvement. Bah oui, je pense que les gens qui sont là encore, bon, à part peut-être quelques flics infiltrés, mais... Ouais. Et Jamel, Fawzi, t'en penses quoi? Tu connais pas Jamel? Je connais de tête, mais forcément, mais après... Jamel, ils sont géants. Tous ces gens-là, c'est des géants pour moi. Tous ces gens-là, ils sont dans le mouvement et c'est vraiment des géants. Non, mais en tout cas, ta prochaine mission, c'est quoi? Demain, donc à Valenciennes. Enfin, avant, il y aura peut-être directement dans le métro. C'est ma salle de concert préférée, quoi, où je chante ma chanson sur Darmanin. Darmanin et sa promotion canapé au Hall. Donc je chante ça pendant 2 heures avec tout l'attirail. Et dis-moi, quand tu te balades sur Paris avec ton drapeau, tu es un peu partout, tu vas sur les champs, tu te balades sur les champs, tu vas un peu partout. Ouais. Et quand tu vas sur les champs comme ça avec ton drapeau et ta guitare, ils en pensent quoi les flics? Ils viennent te voir, te contrôler ou pas? Ça m'est arrivé, j'ai fait 2 dernières fois que j'ai fait, c'était il y a à peu près une semaine. Une fois, ils sont même pas venus. Je pense qu'il faudra respecter un petit timing. Au bout d'un moment, plus tu les chauffes et plus ils arrivent. Ouais. Puis la deuxième fois, j'ai eu droit d'abord à une petite camionnette de militaires, parce qu'ils croyaient que je me foutais de la gueule des militaires qui
qui était derrière parce que c'était le soldat inconnu, machin, tout ça. Je savais même pas qu'il y avait une célébration, quoi. Je suis désolé, je m'excuse. dedans. Donc, non, mais j'étais. Tu t'es pas retrouvé dedans, quand même. Non, mais j'étais pas quand même sous l'arc, hein. J'étais pas sous l'arc de triomphe, mais j'étais, tu vois, à l'emplacement, juste devant l'arc de triomphe, sur les champs où les touristes se mettent à me rendre des photos. Oui, ah oui, je vois. Donc moi, je me squatte ici avec mon. Avec ton drapeau, donc j'emmerde tous les touristes qui veulent prendre la photo. Ou alors certains qui prennent un gilet jaune. Il y a un camion qui est arrivé. Et donc, voilà, et puis le mec, il dit, ouais, tu respectes pas les anciens et tout ça. Je dis, je suis gilet jaune, la résistance, si je respecte pas les anciens, mais je m'en vais. J'ai pas fait le guignol, hein, parce que, voilà. Et après, à ce moment-là, il y a des policiers qui sont arrivés. Ouais. Et c'est eux qui ont calmé le jeu. C'est eux qui, c'est hallucinant. C'est des policiers qui sont arrivés et ils m'ont fait le contrôle d'identité et puis bon, voilà, je sais quoi. Et dis-moi alors, au niveau du mouvement, t'en penses quoi en ce moment? Tu développes, tu veux dire quoi, le mouvement, parce que... Quand tu vois le mouvement descendre comme ça, tout le monde arrête le mouvement. Je pense pas. Moi, non, mais pour moi c'est... je suis pas bon en mathématiques, quoi, tu vois, mais... tu penses qu'on va finir par remonter ou pas, comme avant? Moi, je pense que on va se bouffer logiquement une période de vache creuse. C'est pas vache creuse. C'est quoi? Comment je sais plus l'expression. Enfin bon, papa. On va bouffer de la vache enragée. Voilà. Je suis le roi des néologismes. Fatigué, ouais. Et mais c'est comme dans La Guerre du Feu, si vous avez vu le film. Le truc qui est important, c'est pas d'avoir un grand méga feu qui brûle l'âtre. L'essentiel, c'est que tu puisses garder le feu, quoi. Que tu puisses le sauvegarder miraculeusement. Donc il suffit quelques enragés là, qui tiennent. Voilà. Et par contre, la moindre connerie, et ça, de toute manière, l'opportunité, elle viendra d'une de leurs conneries supplémentaires. Parce que c'est que ça. En fait, nous, on n'a qu'attendre les conneries qu'ils font. Ils vont en faire encore des énormes. À quel moment le peuple va en avoir assez? Par contre, il faut s'attendre avec le moutonisme que ça puisse durer un certain temps. Faut être patient, quoi. C'est vrai. Et dis-moi, en parlant de ça là, je voulais te dire une phrase là, c'était quoi? Je voulais te dire quoi? Je voulais te dire une phrase là. Moi, je m'en souviens plus. Je t'aime, Brigitte? Non, c'est bon. Dis-moi, sur Paris, tu penses qu'on est bête ou on est trop bête sur Paris? On n'écoute pas les provinciaux. C'est important que les Parisiens écoutent les provinciaux pour toi ou pas? Alors pour la première chose que tu dis, qu'on est bête sur Paris, non, mais qu'on écoute les provinciaux, oui, ça c'est important. Ouais. Je dirais même, pour même changer de vocabulaire typiquement parisien, je dirais qu'on écoute les gens des régions, si tu vois la nuance. Historiquement, la révolte, elle vient des régions. Donc, qu'il y ait des comme à Valenciennes bientôt, des rassemblements ou à d'autres endroits, ouais. C'est essentiel. Et on est dans un pays ultra centralisé. Il faut que nous, on coupe avec ça, quoi. Et à Paris, justement, il commence à avoir les limites qu'on a dit un peu avant. Donc, il faut toujours qu'il y ait une bonne grosse manif à Paris. Mais d'aller vadrouiller dans le reste de la France, c'est essentiel. Quand tu vois les provinciaux, venir sur Paris pour assister à la manifestation des Gilets jaunes, ils savent pas où aller. T'en penses quoi de tout ça? Ils savent même. J'ai entendu qu'il y avait des gens qui sont là en train de chercher la manifestation. Oui. Je viens plus à Paris parce qu'il y a deux manifs. J'ai vu. Pour toi, tu penses quoi? C'est malheureux? J'en pense que on n'a pas le choix. On est dans une configuration où le fait qu'on ne veut pas de chef, qu'on ne veuille pas de chef, tu auras toujours des gens qui seront justement à dire il faut des structures, il faut quand même un minimum de structures, et d'autres qui disent on va à l'intuition. Style on se balance tous sur les champs, nanana, sans vraiment de choses concrètes, quoi. Voilà. D'autres vont dire on réunit deux manifs. D'autres, je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire que dans un mouvement comme ça, on a peut-être son opinion, mais qu'il faut
faut voir le bien commun, quoi, le bien général. Et que moi, mon opinion là-dessus, souvent c'est un peu au dernier moment, stratégiquement, on va dire parlant, en fonction de ce qui se passe au moment, parce que souvent des choses que tu planifies, tu as dû remarquer, changent complètement à l'heure près, quoi. Il faut avoir cette flexibilité. Si tu es dans un schéma à te dire, il n'y a que moi qui est comment dire, la bonne façon de penser, que l'unique vérité, si tu commences déjà à fustiger les autres parce qu'eux n'ont pas les mêmes idées que toi, ça ne fait pas avancer le schmilblick, quoi, comme dirait le grand Coluche. Alors le mouvement là, comme tu le vois en ce moment, quand tu vois le samedi, les manifs de samedi, il n'y a plus personne. Toi, tu es toujours là, tu es toujours sur le terrain. Donc pas plus personne. Ouais, mais quand tu vois, il y a moins de personnes qu'avant. Tu te rappelles avant, ouais. L'acte 3, ouais. Comment c'était l'acte 3 ouais. C'était magnifique. Ouais. Hein, tous les actes qu'on a fait, c'était magnifique. Ouais. On s'est connus. Nous, on s'est connus, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Tu vois. Et quand tu vois maintenant, là, les samedis, on n'est que 300. Il y a plus de flics. Ils sont là en train de nous diriger un petit peu partout. Tu penses quoi de tout ça? Je crois qu'on est héroïque. Je pense qu'on est des personnes qui sacrifient leur vie de famille, leur vie de couple. Il faut avoir des gens extraordinaires avec nous. Je pense qu'on peut dire un grand big up à toutes nos compagnes, tous nos compagnons, tous ceux qui... parce que c'est limite une intendance derrière. Pour les gens célibataires qui y vont, ils ont des sacrés trips. Les familles, tout ça, ceux qui ont des enfants. On ne peut pas rester dans la nostalgie. Ce qu'on a vécu, au contraire, ça doit rester comme quelque chose qu'on pourra dire à nos petits-enfants, aux générations futures, on a vécu ça, on pourra être fiers, on pourra dire on était là. Mais vraiment, sans jeter l'opprobre à ceux qui n'étaient pas là, mais nous, on pourra avoir cette fierté, se dire ah ouais, quand tu avais de la grande armée jusqu'à l'étoile, jusqu'au champ, il y avait une telle brume qu'on voyait pas à 3 mètres, ou que tu avais des barricades à 3 mètres de haut enflammées, on l'a vu. Moi, c'est le même récit que quand j'étais môme, j'entendais de mai 68. J'en avais la chair de poule en étant môme. On l'a vécu. Et moi, à l'adolescence, je me disais, mais c'est quoi ce peuple ou même les jeunes, comment on est endormis? Heureusement, on s'est bougé le cul. Parce qu'on ne fait pas ça pour le fun de se dire, on fout la merde dans le pays pour foutre la merde dans le pays. On se dit, si on fait ça, c'est quand même pour que toutes ces injustices qui sont on peut même plus nommer, en finissent. Donc moi, le fait que ça diminue maintenant et tout ça, mais je repense à tous les grands héros qu'on connaît, chacun à son panthéon. Mais moi, par exemple, si tu me cites Spartacus ou tu me cites des personnes comme ça, ils ont vécu des moments de merde. Ils se sont retrouvés à 3 ou à 4 dans un mouvement pour finir à combien? À des centaines. Tu vois? C'était comment l'acte 3? L'acte 3, c'était ces barricades, enflammées. Quand tu parles de ça, je vois, tu as la chair de poule. Ouais. Tu vois? Je vois, tu as la chair de poule quand tu parles de ça. Et quand tu repasses sur les champs et ainsi de suite, tout seul, tu es avec ton vélo, tu te balades, tu repasses sur les champs, tu te rappelles de tout ça? Ça revient à une fraction de seconde. Mais pour moi, tu vois, c'est comme si je voulais revoir mes vidéos en train de chanter et tout ça. Tu les vois tes vidéos? Non. Voilà, je veux que le jour où je regarde ça, c'est qu'on a gagné. Je me dis, là je pourrais dire, je prends mon temps, et c'est même pas dit que je les regarde, parce que je me dis, il y a d'autres choses à faire. Si je les partage aux autres et tout ça, ma gloriole, je m'en fous. L'essentiel, c'est là. Il y a tellement de choses à faire. On est au début du combat. C'est-à-dire, on est au début du combat, et donc, ces moments-là, des barricades et tout ça, c'est juste se dire que même si c'est pas au même endroit, il y aura d'autres choses formidables, j'en suis convaincu. Il a eu peur, Macron. Oui. L'acte 3. Oui, bien sûr. Là, on lui a fait peur. Ouais. Là, on lui a fait vraiment peur à Macron. L'acte 3 et tous les actes qu'on a fait. Et comment t'es rentré Gilets jaunes? Tu peux m'expliquer un petit peu? C'est intéressant parce que moi, c'était pas gagné d'avance. Ça fait longtemps tes Gilets jaunes, à mon avis. Oui, premier acte. Mais au début, il y a une diabolisation des Gilets jaunes. C'est-à-dire, c'est des personnages plutôt engagés politiques d'extrême droite qui se sont manifestés. Ils ont eu le courage de le faire. Et donc, du coup,
Moi, en tant que mec de gauche, j'étais pas très chaud, quoi. Et j'ai même des potes qui ne viennent pas encore aux Gilets jaunes parce qu'ils sont restés dans cette Et tu image-là. parles avec tes amis, tes potes là en parlant de ça. Ouais, mais ils sont. Et ils t'ont rejeté ou pas? Ils te Oh, rejettent? bah non, c'est des amis. Les amis, tu juges pas les Ouais, amis. mais Moi, comme je les t'es rejette. gilet jaune. Je Comme les t'es rejette gilet pas, jaune. par exemple. Ouais, mais comme t'es gilet Oh, jaune. non, non. Ils Non, te non. rejettent pas? Non. Personne te rejette? Non. Non, non. Si, mais ça, c'est dans la famille. Mais bon, j'ai quelqu'un dans la famille qui est macroniste. Donc il m'a pas rejeté, mais c'est quelqu'un qui comprend pas, quoi. Mais bon, après, c'est pas. Je l'aime. T'as essayé d'expliquer pourquoi t'es gilet jaune? Non, avec mais eux? on se reverra. Mais on parlera d'autre chose. On parlera de foot. On parlera. Hein? Et avec tes amis, comment ça se passe alors? Ça se passe très bien. Mais on n'essaie pas de s'auto-convaincre parce que je les connais pertinemment. Et tu parles de gilet jaune avec eux? je peux. Ils en pensent quoi? On évite le sujet dans la mesure où je sais que j'arriverai de toute façon pas à les convaincre. Je les connais par cœur, mes amis. Ils veulent pas? Donc, ils veulent pas parce que eux, il y a comment dire, il y a le côté à gauche que tu peux trouver paladin blanc, c'est-à-dire les gens d'extrême droite sont infréquentables. Et donc c'est une façon de, comment dire, je peux la comprendre. Moi, j'ai été pendant longtemps comme ça. Et j'ai voulu aller dans les Gilets jaunes pour essayer de se sortir du racisme envers les racistes, tu vois, entre guillemets. C'est-à-dire de sortir de l'idée d'un mec qui a une phobie, trop d'étrangers, xénophobe et tout ça, c'est un connard. J'ai rencontré un mec, par exemple, que je peux citer, que beaucoup de monde connaît, qui est génial, c'est Vincent Lapierre. Tu vois qui c'est? Ouais. C'est un mec qui est très ouvert, tu parles avec lui, il est curieux, il vient de lourd, il vient d'égalité et réconciliation de comment ça s'appelle, de Soral. Récemment, il s'est coupé de Soral parce qu'il trouvait que Soral allait très très loin. Et bien, lui, c'est un journaliste qui est fidèle aux Gilets jaunes et tout ça. Il est souverainiste, donc c'est la droite héritière de Pasqua, machin, tout ça, quoi. Et ben, il se fait pister, voire le semi-molester par des petits antifas. Alors moi, les idées des antifas, j'aime bien, je suis plutôt proche d'eux à la base. Mais quel est l'intérêt d'aller chasser un mec qui fait partie du combat? On est dans un combat de lutte sociale. Et il y en a qui restent dans comme s'ils étaient en religion, dans leur chapelle. Gauche, droite. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage, c'est dommage. C'est vrai. La jeunesse peut-être qu'il y a après. Et le livre, qu'est-ce que tu penses du livre, le livre Gilet jaune? T'es dedans? J'ai vu ta photo dedans. Oui, bah c'est. J'ai vu plusieurs photos de toi dedans. Oui. Il y en a deux, je crois, deux ou trois. Il est très bien illustré. C'est important pour toi le livre de Gilet jaune? Bah bien sûr, il faut, je pense que de laisser une mémoire de notre mouvement. Si par le pire des malheurs, je ne sais pas pour X raison, notre mouvement devait s'éteindre à un moment donné, et ben, il faut qu'il y ait ces souvenirs-là qui donnent tes vidéos, des chansons, des livres qui permettent de faire le passage de témoin. C'est très important. Comme il y a eu 68 avant, comme il y a eu d'autres mouvements, comme il y a eu 36, qui ont fait qu'on arrive à ici maintenant. Et quand tu es dans le livre en ce moment. Et les résistants de la Deuxième Guerre aussi. Et qu'est-ce que tu penses de ta photo dans le livre? Là, t'es fier. T'es vraiment fier. Je vais peut-être te décevoir, mais je sais qu'il y a 2 photos de moi, mais je me rappelle à peu près plus où je suis. Mais je sais que je suis à côté d'un pote qui s'appelle Taximan et qui fait les taxis, qui est tout le temps là, qui est génial, et qui fait l'animation aussi. Il me semble que je suis sur une photo avec lui. Et après, je sais. Et dis-moi, tous ces bavures, t'en penses quoi? Les flics en ce moment qui sont là dans les manifs en train de massacrer son peuple. Tu penses quoi de tout ça? C'est malheureux. C'est malheureux. Moi, j'ai une de mes écriteaux préférés. Là, j'aime bien faire des. Bois un coup. Hein. Oh, ouais, merci. c'est malheureux que. Bon, voilà, c'est facile. On connaît Machiavel, diviser pour mieux régner. Mais une des façons qui marche le mieux, c'est la police. C'est-à-dire, quand tu as la police qui fracasse des gens, tu te le mets à dos la police, ton peuple, donc les gilets jaunes, on va dire la classe moyenne populaire. Tu fais la même chose avec les banlieues. Tu peux même montrer une partie des gilets jaunes contre les banlieues, ceux qui sont xénophobes. Tu peux monter les xénophobes contre les anti-xénophobes, ceux que je te disais tout à l'heure, avec le clivage habituel qu'on connaît, extrême gauche, extrême droite. Et le tour est joué, qui en sort gagnant? L'oligarchie qui reste bien haut, vu que tout ce peuple-là ne vote pas pour ses intérêts de classe sociale. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire, tu penses? De se regrouper tous ensemble? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut...
moi, j'ai pas de baguette magique. Moi, par contre, je suis quelqu'un qui. À tous les gens, Ouais, les gens ouais. qui te regardent, t'as Moi- quoi à leur dire? Moi, je suis quelqu'un d'intuitif. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup, qui utilise le moins possible sa raison. Je crois en la justice. C'est-à-dire pour moi, la justice, certains vont dire la justice divine, certains vont dire la justice des hommes, d'autres même par rapport à la raison et tout ça. Moi, la justice, je sais qu'un jour, mais elle ne se fera pas dans le monde des morts, dans le monde des vivants. Et je pense que tout ce qui est les actes qui sont commis maléfiques, les actes qui sont commis qui oppriment les autres seront punis d'une façon, même si ce n'est pas les générations de maintenant, les générations d'après. Et donc, je pense qu'il faut continuer la lutte, même si elle semble perdue. Peu importe, je dirais, si on voit la victoire au bout. Tiens, il y a du jaune. C'est du parfait jaune. Même si on voit la victoire, on ne voit pas la victoire au bout, la victoire concrète, celle de retrouver des gens qui ont de quoi pouvoir avoir un job, de quoi partir en vacances, de pouvoir avoir une bonne retraite et machin tout ça. Même si nous on ne le voit pas, on aura fait un travail d'usure, de sape, on aura tapé avec le bélier tellement fort sur le château qu'un jour le château il s'écroulera. Et notre travail sera célébré par ceux qui en profiteront. Tu te bats pour quoi? Pour ça. Pour tes parents? Pour tout le monde? C'est une bonne question. Tu te bats Pour autrui. Quand je dis autrui, c'est moi je suis quelqu'un d'universaliste. C'est-à-dire, je suis très attristé que finalement chacun regarde un petit peu devant son petit précaré, quoi. Et je dirais même au niveau hexagonal, c'est-à-dire qu'on a une lutte qui est belle à mener en France. Elle est primordiale, mais il ne faut pas oublier qu'on a notamment une armée qui est à l'étranger, qui ferait beaucoup mieux d'être resté chez nous. On a des petits jeunes là, qui vont mourir sur des mines antipersonnelles. Et ils n'y vont pas pour leur intérêt à eux, ils n'y vont pas pour les Africains là-bas, ils n'y vont pas pour les Français ici. Ils y vont pour les intérêts des multinationales et de nos oligarques, parce qu'au Mali, il y a du pétrole, il y a de l'uranium au Niger et au Tchad, et voilà. Et tout ça fait un tout, parce qu'après, ça fait des choses qui partent, ça fait des gens qui partent. On a beaucoup de Maliens, Montreuil par exemple, c'est énormément malien. C'est des gens qui ne peuvent plus vivre chez eux, parce qu'on met des dictateurs qui sont formés dans nos écoles d'armée à Saint-Cyr, et après, ça fait tout ça, tous ces malheurs. Et ça divise encore le peuple, rebelote et tout ça. Et pour répondre à ta question, je suis solidaire aussi de la misère de ces peuples-là. En particulier parce que c'est nos dirigeants à nous qui les foutent dans la merde. Quand tu vois ta France là, ta France on va dire. Quand tu vois toute cette misère, t'en penses quoi? Les gens qui sont là, qui meurent de faim en France. Enfin, je pense qu'on verra quelques clochards ici, mais disons la misère. La misère dans le centre-ville de Paris, elle est comme à New York. Hein. On te l'a évacué sur les sans-papiers, les SDF, on te les a mis sur côté. Surtout pas voir cette misère qui fâche hein, pour nos bons. Quand tu vois ta France, je suis en colère. Moi, la tristesse, c'est un sentiment qui est rare. Il faut que ce soit très personnel, que ce soit très individuel. En général, le smiley que je mets le plus, du moins l'indicateur que je mets le plus à Facebook, c'est en colère, quoi, en général. Il faut être peace pour toi? Non, moi je viens d'Ardèche. Pas être peace. Non, c'est pas possible. Pas possible. Non, pour moi, peace, c'est lié à bourgeois. C'est-à-dire, quelquefois, c'est un embourgeoisement de l'esprit, être peace. C'est-à-dire, tu me dis pacifiste, c'est autre chose, hein, mais combattant pacifiste, c'est autre chose, je le suis. Mais d'avoir le sentiment de confort, de se dire tout baigne, les abeilles brillent dans le ciel, elles vont se faire exterminer, et nous après derrière si on ne fait pas gaffe, non, c'est pas possible. Comment tu vois le monde? Le monde, finalement, comment tu le vois? Moi, je l'espère comme ça, parce que je suis un utopiste, je suis quelqu'un qui pense que les rêves s'accomplissent. Les gens, souvent, quand on dit utopie, ils disent que c'est irréalisable. Non, pour moi, le contraire. L'utopie, c'est ce qui se réalise à l'arrivée. Le monde tel que je le vois, je vois qu'on va passer par un très grand orage, par des périodes de ténèbres, vraiment. Et on les vit, déjà. Ben voilà, les périodes de ténèbres.
Mais on dit, C'est la guitare, on s'excuse pour la guitare, ça va, c'est l'essentiel. Excusez-nous Merci. les gens. On reprend. Et bah voilà, en direct, hein, les périodes de ténèbres, les guitares qui se fracassent, qui se cassent. Et donc, je pense que c'est pas de moi non plus, mais que de tout mal, de tout malheur, de toute obscurité naît la lumière, quoi. On va réussir à gagner, tu penses? C'est un combat perpétuel. Les personnes qui se battent pour la justice contre celles qui aiment opprimer les autres. Je pense qu'on a des combats et on a des défaites. Ça va être dur. Ça l'est déjà, ça sera. Je pense que le plus de gens prendront conscience et s'éveilleront. Le rêveur, pas le rêveur, mais le dormeur doit se réveiller pour ceux qui aiment la science-fiction. Le plus de gens qui se réveilleront, en fait, suffisamment prendront conscience, auront l'éveil et moins ça sera dur, notamment pour ceux d'après. Quand tu vois tous ces vaccins qu'ils veulent mettre aux gens, alors, là, c'est un truc qui va diviser. Après, moi, j'ai plein de potes qui sont anti-vaccins. Moi, je ne le suis pas. Ouais. C'est-à-dire que je pense que Pasteur était un grand homme et que je pense que je suis très nul en science, mais j'ai un gros respect par rapport à la science en général et notamment par rapport Ça fait peur quand même, non? Quand on voit qu'ils veulent vacciner les enfants. Moi, je pense que c'est comme tout. C'est la boîte de Pandore, la science. Hein. C'est-à-dire que tout dépend comment tu l'utilises. C'est-à-dire si tu l'utilises avec modération ou pas. C'est vrai que tu peux faire des horreurs avec la science, mais qu'à la base, un Einstein est génial. Mais après, si tu as la bombe atomique derrière, c'est pas de sa faute à lui. Tous ces crimes, tu vois là, l'État. Quand tu vois l'État là, ils ont fait beaucoup de crimes. Oh là. Hein? T'as un petit mot à me dire au niveau de tout ça? De truanderie aussi, de truanderie, de crime, ouais. Là. Je veux dire, la liste est tellement longue que déjà, je dirais qu'il n'y a pas que Macron, je dirais que c'est une continuité. Moi, je te dis, je suis spécialisé en particulier sur les relations de la France avec l'Afrique. Je peux te dire qu'il n'y a pas un seul président, et tu peux en discuter avec des historiens spécialistes de l'Afrique. Il y a beaucoup de crimes. Énormément. Il n'y a pas, la tuerie. Bien sûr. Tu n'as pas un président français qui n'a pas de sang par rapport aux pays africains. Pas un seul. Je ne te parle pas du Moyen-Orient, hein, où on n'en parle plus, hein, il n'y a que le Covid, mais que certainement ça doit massacrer en Syrie et en Irak en particulier à gogo. C'est grave quand même. Ouais, c'est grave. Donc je te parle d'eux, mais évidemment en France, bien sûr, déjà que de tout détricoter le système social, la sécurité sociale, tout ce qui a été mis en place, nos retraites, machin, tout ça. C'est pas le mort que tu vas voir sur Détective qui, bien sûr, t'horrifie, là, la grand-mère qui a mis son petit-fils dans un frigo, quoi. Ouais, ça horrifie, forcément, t'es là, l'humanité, c'est horrible. Tout le monde est d'accord, bon, voilà, on peut être que d'accord avec ça. Mais la violence, la destruction qu'il peut avoir avec tout ça, avec ces acquis sociaux qui ne sont pas des acquis d'ailleurs, parce qu'ils sont toujours perpétuellement remis en cause par ce patronat. Je ne parle pas de patronat des petites entreprises, hein, mais celui des multinationales, du MEDEF et tout ça. On est encore dans ce combat perpétuel. Il faut être vigilant vis-à-vis d'eux. Tu peux te présenter? Pas aux élections, mais moi c'est Jules. C'est Jules. Le bar de jaune. Le bar de jaune. Ah. Qui vous embrasse très fort. Merci encore. En tout cas, je ne sais pas si pour toi c'est important que tout le monde se réveille. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, il faut comprendre que c'est comme l'effet papillon, quoi. C'est-à-dire que souvent on pense que la petite action menée dans son coin ne mène à rien. C'est complètement faux. J'ai eu la chance de rencontrer des résistants de la Deuxième Guerre mondiale qui, peu importe leur étiquette, d'ailleurs il y avait un peu de tout, hein, quoi. Ça rappelle, je trouve que c'est une belle allégorie, hein, pour nous, hein, à se mettre en rapport avec eux, qui expliquait que pour les résistants, il y avait un truc qui était super important, c'était de jamais vouloir tout trop porter sur ses épaules. Quand on est proche, tous plus ou moins, au bout de 2 ans, du burn-out physique, émotionnel, à se dire « Ah, je voudrais être un tel ». Je vois des mecs super, hein, comme le mec de Vécu, là, je sais plus comment il s'appelle.
Tu vois qui je veux dire, là, le petit gars là, enfin on voit qui c'est. C'est un mec, alors il va aller t'aider, la grand-mère, machin. Il est génial. Et moi, des fois, je vais le voir, je lui dis, mais en même temps, tu peux pas le réfréner. Alors, je vais lui dire, garde encore, tu vois, de l'énergie, tout ça. Mais on peut pas freiner quelqu'un qui va, tu vois, à essayer d'aider les gens. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en compte, en idée, c'est que les médias veulent nous faire croire, mainstream, veulent nous faire croire qu'on est isolé et qu'on est seul. Et c'est complètement faux. On est beaucoup plus nombreux qu'eux. Et que nous, par exemple, quand on fait ce live et qu'on regarde, et que vous, salut à vous, regardez le live, donc on apprend des choses, on communique et tout ça. Et ben peut-être dans la baraque à côté, il y en a qui sont en train de préparer une action pour les péages. Il y en a d'autres qui sont peut-être profs et qui sont en train d'expliquer ce qu'est l'oligarchie par rapport à la démocratie. Il y en a qui sont agriculteurs et qui sont en train de donner de la bouffe à des... Tu fais tes petites actions des fois? À des SDF. J'en ai fait quelques-unes, ouais. T'en fais plus? Si. En sous-marin? Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de tous ces gens qui font des actions? C'est important, non? Ils sont géniaux. En dehors de Facebook, en dehors de tout ça, là. Ils sont très courageux. Et puis ce qui est bien, c'est que ça apporte de la créativité. On a besoin de... Le plus difficile, c'est quand tu vas en manif, tu es en cortège, et si tu te dis que tu vas là-bas comme pour aller à l'usine, quoi, je veux dire, c'est chaud au bout d'un moment, tu vois. Donc c'est hyper important qu'il y ait cette base qu'on tienne avec les cortèges et tout ça, mais que chacun innove avec sa petite pancarte, avec son petit habit, avec ses petits chants, ses dessins, tout ça. Et c'est comme ça qu'on fait vivre le mouvement. Donc ces gens-là qui sont à côté... on a une arme qui est énorme, c'est l'anonymat, c'est la clandestinité. Et les gens qui sont dans la célébrité, les gens qui sont ils sont piégés. On n'a pas de célébrités qui nous suivent. C'est vrai. Et tu penses, si on se réunit tous ensemble, pour toi, ça serait bien ou pas? C'est-à-dire qui ça? Tous les gilets jaunes, comme l'acte 3 et ainsi de suite. Si on se réunit quelque part dans une salle, t'en penses quoi de tout ça? De réunir des bonnes personnes. Tu voudrais dire pour finalement essayer de faire une sorte de structuration, ça va venir. Ouais. Bah, on en parlera peut-être avec notre lieu. Non mais ça serait bien. Hein? Ça serait bien. Comme disent les Normands, peut-être Barack, oui, peut-être Dac, non? Oui, ça serait bien. Je te laisse boire un petit coup. Il a soif. Hein? On va vous quitter bientôt, hein, parce qu'il a besoin de respirer. Hein. Allez. Je dois aller chanter pour Darmanin après. Le petit dernier mot de la fin, après tu nous fais une petite musique ici, sur une terrasse d'un café. Ouais. Hein. Le petit dernier mot de la fin, t'as quoi à dire? Bonne question. Le mot de la fin. Eh ben, il faut surtout pas désespérer. La force est en nous. La force est en nous. Je te laisse prendre ta guitare. Il va prendre sa guitare, il va vous faire une petite musique. Merci encore. Ça va pas te gêner sur le film? Oh non, ça devrait aller. Allez. Un petit peu. Non, mais, si elle est désaccordée, c'est ma guitare, hein, c'est normal. Enfin, je vais l'accorder. Magnifique. Je vais le lever. Bon alors c'est maintenant que le petit Castaner est parti, on s'est retrouvé orphelin là un peu hein, avec le premier flic de France. Heureusement on est tombé sur un cador encore. Le Darmanin c'est dégueulasse, le Darmanin c'est dégueulasse. La promotion canapé c'est dégueulasse, la promo canapé. C'est dégueulasse, même la guitare est d'accord, elle en tombe par terre. C'est dégueulasse de Roubaix à Tourcoing, tout le monde le sait. C'est dégueulasse pour un HLM, un Darmanin, c'est dégueulasse. Le premier flic de France, c'est dégueulasse.
dans mon HLM, chez le Darmanin. Viens chez moi si t'es bien gaulé, oh que tu seras bien. Même que Marlène Schiappa, elle a essayé. Non, non, c'est une Fox News. Faut pas rigoler. Encore une autre? Une autre? Allez. Vous voulez encore une autre, les gens? Ils veulent encore. Ah, ils veulent. Ça marche, on est chaud. Alors on saute de tous les côtés. Ouais, gros pogo. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, de la finance le bouffon, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, la pauvreté tu connaîtras, le droit au logement, Emmaüs, manger des pâtes sur les ronds-points jusqu'à la fin de mois. Emmanuel Croncron, bah oui parce qu'il y a la loi Avia, on n'a plus le droit de dire des gros mots. Oh merde, j'ai dit Croncron, j'ai dit Macron. Oh. Allez, ils aiment, arrête-toi pas. Ah, je continue. Ils aiment. Vous aimez les gens? Vous en voulez encore? Ah, c'est un chauffeur de salle, c'est un chauffeur de salle. Dites oui si vous en voulez encore. Ils en veulent. Ils veulent encore. Bah oui, tout le monde l'adore, le Manu. Hein. La. Les gilets jaunes. La. Les gilets jaunes. Macron nous fait la guerre et sa milice médiatique aussi. Et on reste des heures à bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa milice médiatique. En direct live de France Info Talks de BFM News. C'est affreux, c'est immonde, c'est horrible. Les gilets jaunes ont mangé une banque avec ses paradis fiscaux. Non, pas des paradis fiscaux, mais des jeunes. Macron nous fait la guerre et sa milice médiatique aussi. Et on reste... Oh ben merde alors, c'est Macron qui a bloqué le pays, il a délocalisé toutes les usines. Aïe aïe aïe, on peut même plus avoir de petits masques en coton made in France. Elle est bonne. Merci. Tu veux continuer ou tu pars? Oh bah moi je suis chaud, hein. Allez, Moi, vas-y, j'ai un petit répertoire quoi. Les gens aussi ils aiment ça je crois. Bon bah ça va. Tu vois? C'est cool. Ouais, Paris c'est cool. On laisse continuer les gens. Ne soyez pas effrayés, n'écoutez pas BFM Télé. Les gilets jaunes, les riches, on les a jamais mangés. Et puis le riche, vous savez, qu'est-ce qu'on en ferait? C'est surprotéiné. Vous voyez Gérard Larcher à l'Assemblée, au Sénat, pardon. Non, c'est pas de la grossophobie, j'ai des bourrelets. Ne soyez pas effrayés. N'écoutez pas BFM Télé. Les gilets jaunes, vous savez, on mange des boîtes de cassoulet William Saurin sur les ronds-points. On nous appelle les sans-dents, on nous appelle les riens. Alors, on va pas se casser le chicot pour un riche. Hein. Ne soyez pas effrayés. N'écoutez pas BFM Télé. Et puis vous savez, on a bien mangé des coups de poing, des coups de pied, la flashball, la grenade de désencerclement. Alors, on a bien bouffé, un peu comme dans les banlieues depuis une trentaine d'années. Pas effrayé? Ah, ils t'aiment. Les gens, ils t'aiment. Merci. Voilà. Merci à vous. Alors, on va vous laisser. Tu leur dis à bientôt. Ouais, bah, sur les barricades modernes, on se retrouve les amis. Et même si vous n'y êtes pas physiquement, on a besoin de vos esprits. Merci encore. Merci pour ton interview, c'est gentil. Merci à toi. C'est très gentil. C'est super, amigo. C'est toi qui es super, parce que tu m'as donné rendez-vous, tu m'as appelé.
On s'est vu. C'est la bonne colère, celle des rues. Hein. C'est la meilleure. Comme quoi, tu vois, ça fait 2 ans qu'on se connaît. C'est clair. Merci, monsieur Roff. À bientôt. Ciao. Ciao les gens. Bisous à vous.